bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue dans la 5e émission, saison 2 des Visages de la Recherche, des hommes et des femmes passionnés qui osent questionner le peu ou le mal ou le méconnu, et cela dans tous les territoires, de tous les domaines. Alors, mon invité, Ludovic Troyan-Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur qualifié FNRS à l'UCL Louvain dans le domaine de la photochimie. Ouais. Alors, bon, votre père était chimiste, donc le chemin était tout tracé. Pourtant, vous avez hésité avec la psychologie pour trouver la formule chimique du bien-être. Oui, d'une certaine manière, mais j'avais hésité. La compréhension de l'autre, la résolution de problèmes et autres, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, dans l'humain ou en sciences. Mais j'ai préféré la chimie au final. Alors, dans votre parcours, vous vous retrouvez en Caroline du Sud avec le professeur Meyer. Et là, vous m'avez raconté en préparant l'émission, ce sont des discussions jour et nuit sur la recherche. Et c'est ça qui a été le déclic. Oui, donc c'était avec Jerry Meyer, effectivement, c'est en Caroline du Nord, juste au-dessus. Oui. C'est pas un souci. Mais effectivement, il a continué à cultiver ma passion pour la recherche. On s'entend toujours extrêmement bien. Et on pouvait dialoguer effectivement tous les jours de la semaine. C'est rarissime quand même ça, pour un étudiant. Oui, c'est une vraie chance, c'est une véritable opportunité. Oui. Alors, la photochimie, bon, moi j'avoue que j'ai jeté un œil, c'est compliqué. Si vous deviez expliquer la photochimie à un enfant, qu'est-ce que vous diriez ? Oui, ben, avec mon petit, donc moi j'ai 2 enfants et il y en a un qui va bientôt avoir 4 ans et donc il est, comme tous les enfants, extrêmement curieux. Pourquoi ? Parce qu'il a son père, comme son père. Oui, souvent, oui. Et donc ça permet justement de donner déjà des éléments de réponse. Et donc on discute souvent soit les petits sticks qu'on casse et qui font de la lumière. Donc ça c'est plus la chimie, luminescence, c'est une réaction chimique. Oui. Mais on discute aussi beaucoup de la couleur des plantes. Et donc là ça permet d'expliquer la photosynthèse. Donc à mon petit, je lui explique, il sait ce que c'est un arc-en-ciel. Donc il sait que la lumière a plusieurs couleurs et donc il comprend après qu'un colorant ou un pigment. Oui. Donc je lui explique les feuilles qui changent de couleur, c'est 2 styles de chlorophylle. C'est votre domaine. Voilà. Oui, alors bon, vous quand même, c'est assez extraordinaire. Votre but, c'est de stocker de l'énergie du soleil dans le plus petit volume possible, c'est-à-dire une liaison chimique. Est-ce que j'ai bien résumé ? Très bien. Oui, mais c'est grandiose. Stocker l'énergie dans une toute petite liaison. Allez, expliquez-nous, parce que ça dépasse l'imagination. Mais, donc les liaisons chimiques, et ça, je sais que vous aimez bien les formules chimiques aussi. Donc par exemple, pour l'essence qu'on utilise dans une voiture ou dans une moto, c'est des molécules d'octane, donc c'est 8H18, donc 8 atomes de carbone et 18 atomes d'hydrogène. Et donc, quand vous les brûlez, vous libérez de l'énergie que vous utilisez pour faire tourner votre voiture et du CO2 ou d'autres gaz toxiques. Et donc, c'est non renouvelable, mais donc en utilisant la lumière solaire, on pourrait, dans ce cas-là, si on arrive à maîtriser les réactions photochimiques, générer des liens, par exemple, hydrogène-hydrogène pour créer H2, qui est un des plus grands vecteurs d'énergie. Le dihydrogène. Le dihydrogène. Oui. Voilà. Et donc, à ce moment-là, si je comprends bien, vous pouvez prendre de l'énergie solaire, la stocker, et vous faites ça par les propriétés, ça je me souviens en chimie, d'oxydoréduction, qui provoquent une illumination. C'est ça. Donc l'illumination vient surtout du soleil. Oui. Les molécules en tant que telles peuvent être émissives, donc quand elles ont absorbé cette énergie solaire. Oui. Et quand elles créent ou quand elles génèrent une réaction, généralement, elles perdent cette propriété d'émission de lumière parce qu'elles ont transféré leur énergie ou un électron à quelque chose. Donc ça, c'est l'oxydoréduction en tant que telle. Donc il y a un électron qui est transféré. Et effectivement, ça, elles le font, les molécules le font très bien. Oui, mais comment vous allez stocker ? Comment cette énergie va rester ? Oui, mais donc ça, on a besoin de former un produit permanent. Donc le colorant va transférer cet électron à un catalyseur et ce catalyseur va créer le dihydrogène. Et ça, on peut l'isoler, le stocker ou réduire du CO2 en méthane. Énormément ? À l'échelle du laboratoire, pas trop. Si on envisage une échelle industrielle, oui. Mais... Au fond, votre recherche, c'est comprendre les processus pour stocker le soleil. Voilà. Donc nous, on cherche vraiment, on arrive à avoir des détails extrêmement bien résolus. Donc on sait étudier des processus à l'échelle du milliardième de la seconde et comprendre comment est-ce que 2 molécules qui réagissent se séparent, par exemple. Donc tout ça, nous, on sait analyser, optimiser et essayer de créer des processus plus efficaces. Vous êtes loin dans la recherche déjà. Oui. Quel impact pour la société ? Qu'est-ce que votre petite formule va donner à la société, notamment du stockage d'énergie solaire, dont on a tant besoin ?
Oui, mais voilà, donc comme vous l'avez dit, le soleil, c'est déjà une source d'énergie qui est abondante, qui est utilisée avec les panneaux solaires, par exemple, ou autres. Et dans notre cas, la compréhension de tous ces processus va permettre de créer, d'optimiser tout ce qu'on peut faire au laboratoire et la montée en échelle. Donc pour la société, une manière de comprendre ça, c'est si on a un mécanisme qui fonctionne avec une efficacité de 2%, nous, on va par exemple arriver à essayer on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que c'est limité à 2% et comment est-ce qu'on peut le monter à 100%, par exemple. Et donc essayer d'augmenter l'efficacité des processus de conversion. Il y a des matériaux alors qui vont émerger dans votre recherche, j'imagine. On espère, oui. Mais de chez nous aussi. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des matériaux qu'on appelle inorganiques, mais qui sont des molécules composées d'atomes, des grosses molécules, on va dire ça comme ça, qui sont synthétisées au laboratoire de manière assez facile. Et on utilise beaucoup de colorants qui sont à base de fer, par exemple, qui est très abondant. Donc on a ce souci de... Alors imaginons, dans 20 ans, dans 25 ans, vous êtes dans votre laboratoire. Il sera encore, oui, j'espère. Oui, il y aura quoi? Il y aura une nouvelle usine. Vous réaliserez des choses que vous n'avez même pas imaginées aujourd'hui? Alors j'espère, oui. Donc ça, moi, c'est un des grands moteurs de ma recherche, c'est de découvrir quelque chose. C'est notre luxe en tant que chercheur, c'est de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc de vraiment chercher à comprendre quelque chose. Donc les grandes usines, c'est vrai qu'on peut... Il y avait un papier très intéressant qui a été publié par Giacomo Chamichan, qui était un des fondateurs de la photochimie, en 1912. Et il décrit dans son texte, c'est un essai, que l'industrie du futur sera développée dans les terres arides, avec des grandes colonnes de verre, où l'humain développera des synthèses qui ont été maîtrisées par la nature. Et donc il avait déjà cette idée de conversion d'énergie solaire, mais bon, dans un milieu aride, parce qu'il faut beaucoup de soleil, encore plus en Belgique, on va dire. Mais... Alors, vous êtes donc un chercheur qui voyait grand. Vous avez même un projet, j'ai envie de dire, entre guillemets, cosmique. Allez, dites-nous. Oui, on a un projet, donc c'est avec l'université de Hasselt et le BIRA, donc le Centre royal d'aéronomie, donc qui va envoyer certains de nos composés sur la station internationale. Et donc Raphaël Liégeois fera normalement des mesures pour nous. Donc la technologie en tant que telle a été développée par Jaroslav Ruby, qui est lui à Hasselt, et Anna Erkmenova aussi. Et donc nous, on a une contribution via les colorants qu'on synthétise et qu'on développe au laboratoire. Et on va pouvoir étudier ces réactions photo-induites, mais là en haut. Là en haut. Et vous vous attendez à des résultats... J'espère des résultats différents sur Terre. Oui. Et après, il faudra justement analyser, chercher à comprendre. Mais ça permettrait d'expliquer beaucoup de chimie qui se passe dans l'espace, création de certaines molécules, contrôle de réactivité. Donc pour nous, c'est une opportunité assez unique. Oui. Alors, comme chercheur, vous travaillez comment? À horaire fixe, comme un fonctionnaire, ou au contraire, la nuit en courant dans les champs? Oui, moi j'ai une vie très carrée, aussi bien moi que ma femme, on a un horaire extrêmement fixe. Oui. On est debout vers 6h, 6h30 avec les enfants, départ à 7h30 de la maison pour les déposer, 8h30, 40, je suis au bureau jusqu'à 17h, et puis on rentre, on joue avec les enfants, on mange. Mais justement, en jouant avec les enfants, parce que vous avez eu un père chimiste, vous m'avez dit, qui a beaucoup travaillé, vous ne l'avez pas beaucoup vu tellement il travaillait. Vous, est-ce que vos idées viennent parfois en jouant, ou là, vous avez mis vraiment quelque chose d'opaque? Non, mais on voit, les idées viennent un peu n'importe quand. Donc vous dites, ça père chimiste, après ma mère m'a donné beaucoup d'opportunités aussi pour faire toute cette recherche aussi en grandissant, énormément de liberté dans la cuisine, dans les jeux que je pouvais faire. Je cuisinais beaucoup. Vous aviez un labo dans votre cuisine? Moi, je cuisinais beaucoup en étant petit aussi. Toujours maintenant, je suis celui qui cuisine dans la famille, mais ça, c'est vraiment la liberté que j'ai eue en tant qu'enfant. Et j'essaie de donner la même chose pour mes enfants. Mais les idées, elles viennent n'importe quand. Quand on y pense, moi, je peux discuter de chimie à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. J'adore. Donc, Alors, une question peut-être un peu politique. Bon, vous êtes chercheur qualifié, vous regardez autour de vous, la recherche pour le moment est un peu attaquée de toutes parts, on ferme certaines choses. Est-ce que vous vous considérez comme un privilégié en Belgique? Oui, d'une certaine manière, oui. Surtout le FNRS, quand je vois leur positionnement, défend énormément la recherche fondamentale. Et a été assez vocal par rapport à ce qui se passe pour l'instant aux États-Unis ou à d'autres endroits où la recherche est un peu en péril. Maintenant, on a toujours beaucoup de... Nous, on continue nos collaborations aussi avec l'Université en Caroline du Nord ou avec certaines universités au Texas avec qui je travaille.
Et c'est vrai que le son de cloche aux États-Unis n'est pas toujours rassurant. Il y a d'autres endroits où la recherche est attaquée aussi, mais au FNRS, pour l'instant, je m'estime très chanceux à nos financements, et on a eu des financements assez importants et conséquents pour développer notre labo. La chimie coûte cher. La chimie coûte cher, le personnel coûte cher, et la recherche qu'on fait en photochimie est aussi chère. Dites-moi, dans votre labo, c'est parfois dangereux vos expériences ou pas? Oui. Ah, donc vous devez être prudent. Oui. Ben, nous, on a 2 styles de danger. Un, c'est la synthèse qu'on fait au laboratoire. Donc ça, c'est vraiment mélanger des produits, faire des synthèses, créer les composantes. Et donc là, des fois, il y a des risques d'explosion ou des acides assez forts. Donc ça arrive. Et notre deuxième danger, c'est on étudie la photochimie. Donc on utilise beaucoup des lasers qui sont assez puissants. Donc là, c'est plus des dangers de rayonnement, de vision. Mais on a tout le matériel de protection donc, qui est obligatoire. Recherche fondamentale, mais vous avez quand même la main dans la pâte. Alors moi, beaucoup moins maintenant. Donc moi, je suis plus dans la rédaction des projets, la rédaction des papiers, la gestion d'équipe. Donc j'ai la chance d'avoir une grande équipe qui se développe beaucoup. Et donc quand je suis au labo, c'est plutôt pour régler des soucis s'il y a un appareil qui tombe en panne. Ça, c'est le côté psychologue qui revient. Psychologue, c'est plus avec l'équipe. Il faut discuter parfois et trouver le juste milieu pour tout le monde. Mais mon équipe, je leur fais confiance pour leur recherche. Et je préfère nettement que ce soit eux qui la fassent et qui découvrent quelque chose. Et moi, je peux continuer à découvrir avec eux au travers de discussions. Ludovic Troyan-Gauthier, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. On se retrouve après une petite publicité avec Aline Nardi, aspirante FNRS, le droit des nouvelles technologies ou les enjeux de l'intelligence artificielle. C'est d'actualité. À tout de suite.